Fouettés et traumatisés par des sévices corporels. Ça fait 25 ans que les élèves et écoliers camerounais subissent des atteintes à leur intégrité physique en dépit des dispositions réglementaires qui ont été prises en 1998. Et le ministre des Enseignements secondaires, cette semaine, a levé le veto contre les contrevenants à cette disposition. Cette même semaine, l'assassinat ciblé dans la région du Nord-Ouest est en train de prendre des proportions inquiétantes. Au lendemain de la convocation du collège électoral en vue des sénatoriales de mars 2023, 2 cadres de l'ECAM ont été fusillés pour l'un et fouettés à mort pour l'autre. On en parlera pendant 52 minutes. Deuxième partie, nous nous intéresserons aux amendements relatifs à la loi de finances 2023, notamment pour ce qui est de l'actualité douanière au Cameroun. Et nous recevrons donc un inspecteur des régies financières des douanes, Guy Innocent Guifo. Mais pour la première partie, nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau un psychosociologue de l'éducation, Maurice Somo. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Rétro. Bonjour Monique, merci de m'avoir invité. Alors, quand on parle de psychosociologie de l'éducation, de plus en plus, vous êtes la personne indiquée dans la ville de Douala pour en parler. Vous avez d'ailleurs mis sur pied un cabinet d'accompagnement psychologique. Dans le temps, on disait c'est des hôpitaux pour les Blancs. De plus en plus, le besoin est là. Et si vous avez créé ce cabinet, ça suppose que la clientèle est de plus en plus forte. Ouais, je vous le disais tantôt, en fait, s'il y a un hôpital qui existe, forcément, il y a des malades pour le fréquenter. Sinon, l'hôpital n'a pas sa raison d'être. Dans tous les cas, il y a énormément de mutations qui s'opèrent dans notre société et qui demandent une approche de l'individu qui va dépasser la dimension classique et qui va intégrer beaucoup d'autres dimensions dont la psychologie est la seule discipline apte à y accéder et à y explorer. Alors, c'est pour ça que de plus en plus est conscient de cette situation, non pas par mimétisme par rapport à ce qui se passe à l'Occident, mais par l'image de ce qui se passe là-bas. De plus en plus de cabinets de psychologie naissent, de plus en plus de cabinets d'éducation naissent, et tout cela participe donc de l'accompagnement des travailleurs, de l'accompagnement des élèves, des étudiants, bref, l'accompagnement de tout le monde, n'est-ce pas, dans une meilleure maîtrise des mécanismes qui concourent à leur comportement au quotidien. Et c'est capital, c'est fondamental. Quels sont les corps de métier et le segment social les plus demandeurs de vos services? Bon, disons que les travailleurs sont les plus demandeurs. Eux qui sont victimes de stress en milieu de travail, eux qui sont victimes de tous les problèmes qu'on reconnaît dans cet environnement. Bon, puis après eux, on va retrouver les élèves et étudiants qui, eux, du point de vue de l'éducation, sont également les meilleures victimes des problèmes extrascolaires qui ont un impact direct dans leur rendement en tant qu'apprenants. Donc, au-delà d'eux, maintenant, restent des parents, reste le reste de la société et tous des individus, enfin chacun à ce qui le concerne, plus ou moins a des problèmes liés à la psychologie. Tant que chaque individu aura un comportement à poser sur le plan individuel ou socialement, forcément, il aura besoin, n'est-ce pas, de respecter un certain nombre de règles relevant de l'éthique, relevant de la compréhension, et du coup, donc, la psychologie devient incontournable dans le quotidien de chaque individu. Merci beaucoup. Nous allons nous servir de votre expérience, de votre professionnalisme pour analyser les effets des sévices corporels que subissent les apprenants au Cameroun. C'est devenu la mode
éduqués par le fouet. On va en parler tout à l'heure. Alors, nous allons débuter par ces fêtes société, ces bains de sang qu'on a enregistrés dans la région du Nord-Ouest cette semaine. Eh bien, 4 personnes en l'espace de 3 jours seulement qui ont été assassinées par les groupes terroristes. On parle de groupes séparatistes qui sévissent dans cette région depuis bientôt 7 ans. Eringele. 4 morts en 3 jours. Bilan de la spirale d'insécurité qui secoue le Nord-Ouest ces derniers jours. Parmi les victimes, 2 cadres d'Elections Cameroun. Kai John Fay, délégué départemental de la Momo, abattu hier jeudi, et Gilbert Youfela, chef d'antenne de Jakiri dans le département du Buy, tué mercredi. Relativement à ce dernier cas, l'épouse est inconsolable. I saw those guys driving out with the car. My husband was just there. J'ai vu ces malfrats qui tentaient de dérober notre véhicule par des supplications. Mon époux a essayé de leur faire entendre raison, mais à ma grande surprise, ils ont tiré sur lui. Quelques heures avant, c'est un commerçant de nationalité nigériane qui a été enlevé par des hommes armés et exécuté au quartier Bianchi dans Bamenda 2e. Cet acte a été suivi par un autre kidnapping perpétré sur un commerçant originaire de la région de l'Ouest, mis à mort ensuite par ses ravisseurs. Le contexte est marqué par la convocation du collège électoral en prélude à l'élection sénatoriale du 12 mars au Cameroun. Un vent d'insécurité qui pourrait jeter un froid ici sur le processus qui vient à peine de débuter. Retour sur ce plateau avec vous, Maurice Somo. On se souvient, en 2019, il y a eu pas mal de promesses lors du grand dialogue national. Il y a eu des engagements pris par les protagonistes à ce conflit. Mais en 2023, on est quand même un peu surpris de voir que la tendance n'a véritablement pas baissé considérablement. Oui, on pourrait penser que la tendance n'a pas baissé, mais relativement à ce qui s'est passé depuis quelques années, on pourrait penser le contraire. Nous sommes partis ici d'un conflit bien organisé où on avait d'un côté nos forces de défense et de sécurité et de l'autre des séparatistes qui s'affrontaient vraiment de corps à corps parfois. Mais depuis quelque temps quand même, on a l'impression que c'est beaucoup moins des groupes résiduels qui sont organisés et qui essayent plus ou moins de poser des actes en lieu et place d'une forteresse armée en face de l'armée républicaine. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est le fait qu'un dialogue national, comme vous l'avez dit, s'était tenu, mais l'impression c'est que ce dialogue a été plus ou moins ne s'est pas tenu au moment où il aurait fallu qu'il se soit tenu. Simplement parce que lorsque vous avez 2 enfants, nous sommes dans une nation, une république, lorsque vos enfants sont en train de bagarrer, vous ne décidez pas de discuter avec eux pendant que c'est chaud, c'est-à-dire pendant qu'ils s'affrontent. Vous essayez de vous interposer. Lorsque vous avez fini de remettre la paix des belligérants, en ce moment, vous organisez un dialogue pour demander à chacun qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, vous trouvez des explications et vous semez la paix pour que cela n'arrive plus. Ou un dialogue en amont, avant que la guerre ne prenne le dessus. Oui, c'est une possibilité. En fait, la guerre, quand elle est venue, il est probable, on peut, n'est-ce pas, penser qu'en ce moment, personne n'avait pensé que des Camerounais prendraient des armes contre d'autres Camerounais dans le cadre d'un conflit aussi violent que celui que nous avons connu. Mais lorsque le phénomène est arrivé, il était indispensable que, n'est-ce pas, les uns et les autres se ressaisissent, notamment ceux qui gèrent cette République, pour essayer de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, il faut trouver un terrain d'entente. La légalité n'est pas négociable dans un pays. La nation, si vous voulez, dans une nation,
il y a fondamentalement cet engagement que nous avons à vouloir vivre ensemble et unis de façon indivisible, comme on le dit régulièrement. Maintenant, s'il vient à l'idée pour certains de quitter et de se séparer, nous risquons de courir vers une forme d'émiettement du pays et de la nation. Et finalement, la notion de nation, de pays et de république n'aurait plus de sens. Il est indispensable, à mon sens, que ces phénomènes que je qualifie de résiduels pour le moment, parce que ça n'a rien à voir avec les dizaines et les dizaines de morts que l'on enregistrait, on pense que de plus en plus, d'un côté, les sécessionnistes ont compris, ils ont compris qu'ils ne gagneront jamais, que cela n'irait nulle part. Ils appartiennent à une nation. L'État a lui aussi compris qu'on ne peut pas rejeter son fils parce qu'il s'est rebellé. Il est temps qu'un nouveau dialogue se tienne, mais seul le chef d'État a le monopole de ce calendrier. Mais il est temps, maintenant que les choses sont un tout petit peu apaisées, que les gens rediscutent à nouveau et rediscutent d'une véritable paix des uns vis-à-vis des autres, qui est du pardon, des choses comme ça. Maurice Mo, cette tuerie qu'on a observée cette semaine, des assassinats ciblés, se déroule au lendemain de la convocation du collège électoral. Il y a une symbolique forte. Il y a une symbolique forte. Oui, ça, il y a une symbolique forte quand même. Le fait que les personnes assassinées sont, par exemple, les membres de l'ECAM et que l'on ait tout récemment appelé le corps électoral, le collège électoral pour les sénatoriales, on peut comprendre forcément que les deux événements sont en corrélation et que ces assassinats peuvent être taxés comme d'assassinats politiques, hein, et qui visent peut-être probablement à faire que le processus n'ait pas lieu dans cette partie du pays. Et du coup, ça remet en question, n'est-ce pas, ce que nous défendions comme thèse au départ, à savoir qu'il s'agit ici du résiduel. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, n'est-ce pas, des excroissances de ce conflit, ou si vous voulez, de ceux qui adhèrent à l'idée de sécessionnisme et qui n'ont véritablement toujours pas renoncé à la chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'un conflit armé, de deux armées qui s'affrontent, maintenant nous sommes partis plutôt dans une guérilla au cours de laquelle, n'est-ce pas, des individus ciblés peuvent être victimes d'assassinats pour que cela ait un impact. Une stratégie pour accentuer le caractère symétrique de cette guerre. C'est une stratégie de guerre. On a espéré qu'avec l'arrestation des 3 financiers, parce que quand on dit de 3 financiers, on a l'impression que ce sont les seuls qui financent, les 3 financiers arrêtés aux États-Unis, on s'est dit, ou on a espéré que la courbe allait chuter, que non, avec les faits qui se sont produits cette semaine. Bon, maintenant, il faudra faire une statistique. Hein. Lorsque la guerre commence, il y a à peu près 7 ans, quel pouvait être le nombre de morts au quotidien, à la semaine, ainsi de suite, et on essaye de comparer à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je crois que raisonnablement, on peut penser que le nombre a considérablement diminué. Est-ce que c'est les sécessionnistes qui ont reculé, ou alors c'est nos forces de sécurité qui, en réalité, ont pris le dessus? Ça, on peut bien s'interroger là-dessus. Bon, maintenant, les derniers événements avec l'arrestation des principaux auteurs qui sont de l'autre côté, avec les financiers qui sont de l'autre côté, avec des mesures prises à l'extérieur, n'est-ce pas, en faveur de l'État du Cameroun pour, par exemple, que la communauté internationale apporte un soutien au Cameroun à la fin de cette guerre, on peut penser que cela aura un impact, forcément un impact, mais cet impact tarde à être perceptible. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on aura arrêté quelques leaders et qu'on les aurait embrigadés, qu'on les aurait enfermés, que forcément leur mouvement sera complètement anéanti. Forcément, il y a toujours des indépendants dans une forme de guérilla et d'organisation, des gens qui en réalité ont une idéologie qui parfois est rebelle. Qui est rebelle par rapport aux leaders. Voilà. Donc, dans l'organisation, il y en a toujours. Et ça peut être eux qui, maintenant, ont pris le relais et essaient de faire... On va parler des plus radicaux. Oui, les plus radicaux, si vous voulez. On note néanmoins une certaine accalmie dans la région du sud-ouest, comparée à la région du nord-ouest.
on peut supputer sur des dissidences au sein des mouvements séparatistes? Non, des dissidences au niveau des mouvements séparatistes, ça a toujours été. Forcément, lorsque un mouvement naît, il y a des personnes qui sont enthousiastes. Hein. En psychologie, il y a des gens enthousiastes, très enthousiastes, peu enthousiastes et les suivistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes, c'est-à-dire que les personnes qui ont pensé, qui ont cru fortement à la chose, peuvent avec le temps se rendre compte de leur erreur et commencer à se détacher et ainsi de suite. Mais ce détachement, ce n'est pas parce qu'ils sont du nord-ouest ou du sud-ouest que cela va être plus ou moins prononcé. Bon, il est clair que ce conflit a toujours alterné comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait l'impression que la région du nord-ouest était la plus active. Était l'épicentre de cette crise. Voilà. Mais puis, quelques temps après, on s'est rendu compte que non, c'était plus accentué plutôt au niveau du sud-ouest. Et inversement, ça oscillait souvent de cette façon-là. Bon, maintenant, on est rendu à une situation où, de façon assez, à des endroits assez précis, n'est-ce pas, on retrouve ce genre de choses. Mais on ne peut pas penser que ce soit lié à des dissidences internes. Il n'y a pas d'éléments, dans tous les cas, pour penser que c'est lié à des dissidences internes. Ces dissidences existent depuis le début du conflit en interne, ça c'est sûr. Il y a une vie qui reprend progressivement dans le sud-ouest, notamment des entreprises comme la CDC, qui sont en train de rouvrir leurs portes. Et lors du lancement du budget de l'année 2023, il y a un ensemble de projets de développement qui va être implémenté, cet ensemble de projets. Je vais partager avec vous cette déclaration du Canada sur le processus de paix au Cameroun. Eh bien, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a fait une déclaration au sujet de cette crise, elle fait remarquer dans sa sortie que les civils sont les plus touchés par ce conflit au Cameroun. Plus de 6000 personnes ont déjà perdu la vie depuis 2016, depuis 2007. Eh bien, 800 000 personnes ont été déplacées en raison de cette crise. Et plusieurs centaines de milliers d'enfants ne sont plus scolarisés. Et à la conclusion, on peut lire les parties à cet accord sont la République du Cameroun, le Conseil du gouvernement de l'Ambazonie et les forces de défense de l'Ambazonie, le mouvement populaire de libération de l'Afrique et les forces de défense du Sud Cameroun, le gouvernement intérimaire ainsi que l'équipe de coalition de l'Ambazonie. Les partis expriment en outre l'espoir que d'autres groupes se joignent au processus. C'est un engagement de l'État canadien pour aider le Cameroun à sortir de cette spirale de la violence. Comment réagissez-vous à cela? Oui, tout à fait logique. Dans tous les cas, tout le monde est fatigué. C'est-à-dire que pour être assez prosaïque et assez simple, tout le monde est fatigué par ce conflit. Que ce soit les pouvoirs publics, l'État ou les sécessionnistes eux-mêmes. À un moment donné, lorsque vous visez un objectif, et lorsqu'à un moment donné, vous voyez l'objectif s'éloigner, notamment pour le cas des sécessionnistes, en fait, il y a une certaine lassitude qui s'installe. C'est pourquoi des dissidences peuvent se créer, parce que on dit que c'est un bataillon qui avance, et puis plus le chemin devient interminable et long, plus des gens à la queue commencent à traîner et à rester. Donc tout le monde est fatigué. Et il faut trouver des solutions. Et comme tout le monde est fatigué, c'est l'instant idoine. C'est l'instant approprié, c'est le moment approprié pour qu'une solution soit trouvée. Parce que comme les gens n'en veulent plus, ils ont des dispositions au plan mental à trouver la paix. C'est maintenant qu'il faut vraiment rechercher définitivement cette paix. Avant, cela pourrait être un peu précoce parce que les belligérants, c'était encore à chaud. C'est-à-dire que chacun avait l'espoir qu'il l'emporterait. L'armée était partie avec l'idée en 2-3 jours de mater la rébellion, on n'en parle plus. La rébellion, elle était partie avec l'idée que l'armée régulière ne leur fera absolument rien et ils gagneront, ils réussiront à avoir leur sécession avec leurs promesses qui leur étaient faites par-ci et par-là. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte du contraire. Et maintenant, les gens sont à la disposition. Les populations ont payé un tribut incommensurable à cette guerre. J'ai fait un déplacement au nord-ouest, en plein milieu, pendant que la crise sévissait. J'ai rencontré des enfants. J'ai rencontré des enfants en pleine ville de Bamenda. C'est-à-dire que vous rencontrez un enfant, vous lui parlez
de l'école, une jeune fille que j'ai rencontrée avec 14 ans. Elle vendait des objets d'art qu'elle présentait. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école en ce moment alors que les autres sont à l'école. Et dans cette partie déjà du pays, les gens allaient déjà à l'école. Elle m'a juré qu'elle ne partirait plus jamais à l'école parce que depuis qu'elle a commencé cette activité, elle rapporte un peu d'argent à la maison. Elle sent que c'est mieux que l'école. C'est tout dire sur cette inversion de valeurs qui ont fait que l'école, par exemple, quant à elle, n'a plus aucune représentation. Ça fait partie des conséquences graves. C'est-à-dire qu'on peut penser à d'autres conséquences, qui soient physiques et tout cela, mais lorsqu'elles sont de nature mentale, lorsque on est siphonné psychologiquement, c'est encore plus dangereux parce qu'un projet d'une société sûre, qui s'appuie sur ces valeurs ou ces graines que sont la jeunesse, eh bien, c'est complètement détérioré. Et du coup, on pense que c'est notre pays dans son socle qui va en prendre un coup. Merci. Il est donc temps que les gens s'asseyent. C'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup. Nous allons nous rendre dans le département de l'Océan. On se souvient d'une affaire qui a défrayé la chronique. La jeune fille de 17 ans qui a été accusée de vol. Elle travaillait comme technicienne de surface ménagère dans un domicile à Kribi. Accusée de vol de 200 000 francs CFA. Condamnée, eh bien, elle s'est jetée du balcon. Elle s'est donné la mort. Et depuis lors, sa famille crie à la justice, appelle à la justice pour le cas de leur fille, et la plainte a été portée contre la plaignante et l'État du Cameroun. Et Catherine Mokouri, Moussatakou. Dans la cité balnéaire de Kribi, l'affaire Nelly continue de faire des vagues. Le procureur de la République vient d'instruire une enquête pour voir clair sur son histoire et celle de son petit ami Thierry Marcel. Détenu à la prison de la ville, il séjourne à l'infirmerie de l'espace carcéral depuis quelques jours, après avoir lui aussi essayé de se donner la mort comme sa bien-aimée. Clamant son innocence dans le cas de vol pour lequel il a été inculpé, le jeune de 18 ans et sa famille ont fait appel aux professionnels des droits de l'homme pour dénoncer ce qui est, selon eux, un traquenard tendu par l'ex-employeur des tourtereaux qui dit s'être fait dépouiller de la somme de 200 000 francs CFA par ceux-ci. Il s'agirait d'une Camerounaise retournée à l'étranger après quelques semaines passées au pays. Et en rappel, la mineure a fugé de Douala. Elle se retrouvait chez cette dame-là qui n'a même pas pris soin d'appeler les parents de ces mineurs, pas de se rapprocher, n'est-ce pas, des affaires sociales, encore moins de la police judiciaire pour signaler qu'ils avaient des mineurs, mais qui employaient des mineurs chez elle pendant presque 2 semaines, sans rémunérer d'ailleurs. Selon les avocats du jeune garçon, Thierry et Nelly travaillaient clandestinement depuis seulement 2 semaines chez la dame, Nelly comme ménagère. La jeune fille qui avait quitté brusquement son domicile à Douala était recherchée par les membres de sa famille. C'est dans un cercueil qu'elle leur reviendra. La petite a été enterrée quelques jours après. Elle qui avait déclaré froidement, après son jugement, préférer mourir au lieu de rester innocemment prisonnière avant de se jeter du premier étage du tribunal. Nous nous sommes rapprochés d'ailleurs du commandant de brigade de Dombé qui était, n'est-ce pas, l'officier en charge de cette enquête, qui a déféré d'ailleurs des enfants. Et au regard des éléments que nous avons, sans véritablement être péremptoire, il s'agit là d'une question fondamentale de violation grave des droits de ces jeunes. Les parents de Nelly ont porté plainte contre l'employeur de la jeune fille et contre l'État du Cameroun, représenté par le tribunal d'instance de Kribi. Eh bien, 2 mineurs employés illégalement condamnés à une prison, condamnés à une peine privative de liberté, et la jeune décide de se donner la mort. Son petit ami, lui aussi, aurait tenté le même coup. Quel commentaire sous le prisme d'une analyse psychologique peut-on en faire?
Oui, je crois que les faits en eux-mêmes nous renseignent à suffisance sur la légèreté avec laquelle les problèmes des jeunes et des mineurs sont traités dans notre société à un certain niveau. Vous savez, la période de la jeunesse est assez délicate. Elle est assez délicate. Elle est faite d'un certain nombre de transformations dans leur vie et qui peut, à un moment donné, avoir des conséquences que l'on ne mesure pas. Vous voyez, voilà des enfants qui probablement... je vais dire quoi? Ils ont fugué, elle a fugué la jeune fille. Et quand la jeune fille a fugué, cela veut dire que l'environnement dans lequel elle se trouvait n'était pas assez propice. Et là, il faut invoquer ici la responsabilité des parents qui peuvent ici arriver à voir leur jeune fille fuguer. Ça veut dire que le cadre dans lequel elle vivait n'était pas approprié. Bon, elle se déplace, elle arrive dans une ville, où elle va être employée par quelqu'un. Alors, on sait déjà du point de vue de la loi que c'est interdit. Au regard de l'âge des personnes. Oui. Et deuxièmement, s'il faut le faire, il faut le faire dans un cadre strictement légal. C'est-à-dire qu'elles doivent être déclarées et qu'on sache qu'il en est ainsi. Maintenant, le motif par lequel elles sont accusées, le motif de vol, n'est pas, n'est-ce pas, on ne nous renseigne pas à suffisance si les faits pour lesquels les personnes sont accusées sont établis. Alors, c'est une société, en réalité, qui refuse de mettre en avant le bien-être et les droits des personnes avant, n'est-ce pas, autre forme de considération. Maintenant, il faut faire une investigation profonde sur la question et voir, et on risque de trouver vraiment de murs et pas verts, du coup, dans cette histoire. Parce que vous le vouliez ou non, il est possible que les deux aient voulu se donner la mort, mais ayant bel et bien commis cet acte. Et dans ce cas, quels sont les responsables, quels sont ceux qui les y ont amenés? Mais si par contre, elles n'ont pas posé cet acte, et ça, il faut le démontrer aussi, et si elles ne l'ont pas fait, eh bien, ce qui semble assez probable, c'est que la jeune fille dit exactement sa structure psychologique au moment où elle pose un acte, c'est-à-dire je préfère me donner la mort que de vivre en prison pour un acte que je n'ai pas posé. Ah bon, et du coup, vous voyez donc, d'où la nécessité pour notre société de se ressaisir et de se rassurer, n'est-ce pas, que ceux qui payent pour des fautes, soit effectivement ceux qui ont commis les fautes et que les fautes aient effectivement été commises. Voilà, c'est simple. À 17 ans, on a la vie devant soi, on a envie de la croquer à pleines dents, mais décider de supprimer une vie comme ça, à cet âge-là, quel est le profil psychologique qu'on peut en lire? Non, à 17 ans, effectivement, ça dépend de l'âge mental. Hein. C'est-à-dire que l'âge mental, 17 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge chronologique. C'est-à-dire que forcément, à cet âge, c'est celui au cours duquel l'individu, si vous voulez, est caractérisé par un certain nombre de fantasmes. C'est ce que Georges Brassens chantait dans son livre. C'est en ce moment qu'il se bécote sur les bancs publics et qui essaye de voir ce qu'ils seront comme mariés, choisissent les prénoms de leur premier bébé et tout. Cet ensemble de fantasmes vient et construisent, n'est-ce pas, c'est ça qui va à la construction ou qui motive les efforts qu'ils vont faire. Et lorsqu'à un moment donné, ils voient la prison arriver, cette cassure brusque, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'à ce moment, s'ils pensent que leurs rêves vont être brisés, ils veulent que la vie qui va avec les rêves soit également brisée. Donc, c'est un âge où le suicide est à portée de main. C'est un âge pour lequel ils sont véritablement délicats et se disent que si nous allons en prison maintenant, après, pour nous, il n'y a plus rien à attendre de la vie. Donc, il faut que la société fasse très, très attention au traitement infligé à ce genre de personnes. En commençant par les parents à la maison. Les parents, prioritairement, l'éducation des parents est la première évoquée. Il y a les parents qui vont être responsabilisés. L'école où ils vont fréquenter a sa part de responsabilité. La société aussi, les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité dans l'encadrement de toutes ces personnes. Dans tous les cas, la jeunesse est la tranche
de la population sur laquelle il faut faire le plus attention. On va dire que ceux qui ont un certain âge ont suffisamment atteint la maturité et comme dit quelqu'un, ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, pour les jeunes, il y a à faire. C'est devant eux. Et c'est sur eux qu'on va construire une nation. C'est sur eux qu'on va construire une société. Donc, il faut véritablement les ménager. Merci beaucoup, Maurice Somo. Nous allons poursuivre avec une thématique qui concerne encore les jeunes et les éducateurs. On en parle, il y a eu plusieurs scènes choquantes des enfants molestés par leurs enseignants. La chicotte qui est devenue quelque peu le seul moyen pour châtier, pour ramener les enfants délinquants à la raison. Et cette semaine, la ministre Naloba Lionga a dit stop à la chicotte à l'école. On en parle dans ce reportage que nous propose Joël Djom 3. Élève à genoux ou converti en technicien de surface. Un mode de punition à l'école qui enchante certains parents. Travail, même si tu as lavé les classes jusqu'à même une semaine. Dans la classe d'à côté, par contre, on valide plutôt le fouet. Il faut que l'enfant sache qu'il a tort. Quand on parle, l'enfant ne comprend pas, il faut aussi mettre la chicotte. Dans ce collège de la capitale, le chapitre consacré aux sanctions pédagogiques est au programme. Déjà, on ne sait même pas s'ils sont en bonne santé. Ils peuvent arriver le matin, on ne sait même pas s'ils ont mangé. Alors, frapper sur un enfant, ça peut être préjudiciable. On peut vous assigner peut-être à nettoyer votre salle de classe, laver les toilettes ou balayer toute la cour seule à la sortie. Face à la montée en puissance des violences juvéniles, le sociologue a son point de vue. Mon point de vue, on peut donner des exercices qu'on n'aura pas donné à d'autres. On peut même encore jouer avec leurs notes en disant qu'on peut vous apporter un malus, c'est-à-dire un point en moins, parce que vous avez été en désordre. Je peux vous dire que les enfants qui sont engagés dans une éducation sereine, quand vous leur retirez un point, ça leur fait extrêmement mal, beaucoup plus mal encore qu'un coup de fouet. Le ministre des Enseignements secondaires, à travers un communiqué de presse publié récemment, rappelle l'interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires. Pauline Naloba Lionga met également en garde les écoles qui pratiquent ce mode de punition. Des images de ce genre exclues en milieu scolaire. Maurice Somo, nous allons nous arrêter sur cette dernière image de ce reportage de Delphine Fonkoutene. Quand on observe, c'est un enseignant qui est en train de molester. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. C'est un enseignant. Réaction. Je n'irai pas plus loin. Quelle est votre réaction en regardant juste cette dernière image? Je dis tout de suite, j'avais été le ministre des enseignements secondaires, je regarde ces images, je repère cet individu. Ce n'est pas un enseignant, c'est tout sauf un enseignant. Je vais vous dire ce que c'est qu'un enseignant. Un enseignant, c'est un personnel qui est formé dans une école appropriée. Au Cameroun, on parle des écoles normales. Et au cours de leur formation, il y a un certain nombre de méthodes de traitement des apprenants qui font partie des modules de formation pour lesquels ils peuvent soit ramener un enfant dans les rangs, un apprenant dans les rangs lorsqu'il dérape, ou bien le motiver à suffisance pour qu'il soit plus apte dans une discipline lorsqu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a une négligence ou qu'il a des aptitudes réelles et qui ne viennent pas. Ces techniques sont apprises dans les écoles normales. Et nulle part dans une école de formation, il n'est précisé qu'il faille recourir à la chicotte. Je vous dis, lorsque l'enseignant dispense un cours et que ce cours est intéressant, que ce cours attire l'enfant, l'apprenant fait plus d'efforts et par conséquent, il est plus discipliné parce qu'il est intéressé par ce cours. Vous comprenez? C'est-à-dire que la façon avec laquelle le cours est dispensé crée ou suscite chez l'apprenant un peu plus de motivation, plus de considération et de respect pour son enseignant. Malheureusement, il y a des enseignants qui, ne pouvant pas assumer convenablement leur cours, pensent que lorsque l'enfant se braque,
il faille faire recourir, n'est-ce pas, à des services corporels pour les contraindre. Des mesures de ce que j'appelle les mesures d'une autre époque. J'ai déjà développé cette thèse à suffisance. Lorsque un enseignant utilise la chicotte, là, une relation conflictuelle se crée entre cet enseignant et l'apprenant. Et ce conflit qui est fait a pour conséquence de bloquer l'apprenant. C'est-à-dire que l'apprenant, parfois, dit « Ok, je préfère prendre mes quelques coups de chicotte au lieu de faire des efforts de nuit et de jour pour essayer de comprendre de quoi il est question. » Et du coup, dans cette relation conflictuelle, il développe ce que j'ai appelé une forme de rejet de l'école, une forme d'anorexie scolaire. C'est-à-dire qu'il refuse de comprendre ce qu'on lui donne et cherche plutôt des subterfuges. C'est ça qui aboutit à des agressions qu'on voit, par exemple, de certains apprenants envers leurs enseignants. C'est ça qui conduit à ce qu'on appelle des formes de décrochage scolaire. Décrochage scolaire, c'est-à-dire qu'un enfant décide finalement de ne plus aller à l'école parce que l'école l'a en quelque sorte traumatisé. Je me résume en disant les sévices corporels ne sont pas une méthode au plan pédagogique, ni de transmission de la connaissance, ni de redressement des apprenants sur le plan disciplinaire. Il existe des techniques apprises dans des écoles de formation pour ces choses-là. Il y a certainement des choses à faire de la part du gouvernement, parce que quand on observe l'offre de l'éducation au Cameroun, elle est particulièrement fournie par le secteur privé, que ce soit l'école primaire, que ce soit l'enseignement secondaire, que ce soit le niveau supérieur. Et les enseignants ne sont pas forcément sortis des écoles normales de formation, du fait du moins cher, entre guillemets. On recrute du tout venant et chacun applique la méthode qui lui sied. Il y a quand même urgence pour le gouvernement de reprendre les choses en main, non? Oui, effectivement. Vous savez, et c'est assez regrettable qu'aujourd'hui, l'offre de formation, telle qu'elle n'est pas assainie. Pour qu'elle soit assainie, il faut déjà que ceux qui sont des promoteurs des structures de formation présentent déjà un dossier assez cohérent, n'est-ce pas, et qui rassure les uns et les autres. Malheureusement, nous sommes dans une situation où la demande est extrêmement supérieure à l'offre et comme elle va donc rentrer dans l'illégalité en quelque sorte, on va trouver donc des écoles, des collèges qui seront obligés de faire recours à un personnel enseignant qui n'a pas la formation adéquate. Effectivement, les écoles normales qui sont supposées former ces enseignants, elles ne recrutent pas assez. Elles ne recrutent pas assez d'enseignants pour que toutes ces structures soient... Donc, effectivement, ce que tu appelles du tout venant, ce n'est pas seulement eux qui sont le problème. Ce n'est pas eux qui sont le problème. Il y en a qui sont formés dans des écoles normales, qui sont bien outillés, mais qui le font. Mais il est donc indispensable. Il est indispensable. Et ça où la responsabilité de l'État est engagée. C'est-à-dire qu'il faut des cellules, il faut des unités et de recyclage et de rappel à l'ordre qui vont de temps en temps rappeler aux uns et aux autres, notamment les enseignants, pourquoi ils sont dans les salles de classe, quel est le travail ou la responsabilité qui est la leur. Je dis et je répète qu'ils doivent appliquer ce que la réglementation leur demande, notamment dispenser les cours de façon à susciter chez l'apprenant un certain engouement et une motivation. Lorsque l'on constate, il y a des enseignants qui ne sont pas passés par une école normale, mais qui, de façon presque naturelle, sont tellement aptes à dispenser des enseignements qui sont de chouchou de leurs apprenants. Aujourd'hui, si je vous dis quels sont les enseignants que vous avez le plus retenus, vous allez en retenir deux.
c'est lui qui vous a le plus marqué positivement, donc vous allez aimer particulièrement le cours, et un autre qui vous a traumatisé et que vous n'aimerez plus jamais rencontrer parce qu'il a enseigné mal et son cours, vous ne le compreniez pas. Et il fouettait. J'en ai gardé un très très mauvais souvenir. Absolument, absolument. Et ce traumatisme nous sommes dans un pays où nous avons ratifié un certain nombre de conventions, notamment en ce qui concerne les droits de l'individu. Les enfants font partie des personnes, donc c'est des êtres humains. Vous ne pouvez pas exploiter leur faiblesse parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se défendre. Et j'ai entendu une dame dire il faut fouetter, il faut... Justement, c'était ça ma prochaine question. Vous comprenez, la mesure est approuvée par les uns et réprouvée par d'autres. La mesure divise. Comment est-ce que vous le comprenez? La mesure, il y a des mesures qui divisent. Cette mesure ne peut pas diviser. Elle ne peut pas diviser, elle devrait être unanime et unanimisante. En ce sens que lorsqu'on regarde ce qui se passe, on est inconséquent lorsqu'on ne peut pas évaluer ce qui pourrait arriver comme malheur. J'ai toujours parlé de ce cas au sud Cameroun, où un enfant est aujourd'hui appelé à vivre sans sa rate. Ablation de la rate, simplement parce qu'un enseignant lui a donné un coup de pied. Aujourd'hui, cet enseignant est face à son destin. Dans un lycée, il faut préciser. Dans un lycée public, bien sûr. C'est un conseiller d'orientation plusieurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là pour un produit d'une école normale. D'une école normale. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis des réserves tout à l'heure, à savoir des gens qui sont passés par des écoles normales. Donc, alors, si vous êtes parent, vous êtes chez vous, comme vous êtes Madame Naoussi, vous êtes chez vous, vous avez un enfant, il revient de l'école le soir, il a un œil crevé. Vous demandez pourquoi l'œil est crevé, on vous dit que cet œil est crevé simplement parce qu'il n'a pas maîtrisé une leçon et dans l'effort de le redresser et de le forcer à comprendre la leçon, un incident s'est passé avec le fouet et on a crevé l'œil. Non, mais attends, on ne vous reconnaîtra plus. Cette dame qui dit qu'il faut le fouetter devra dire ce jour-là, s'il sera d'accord qu'il arrive un enfant avec son œil. Non, tout est possible dans cet acte, dans ce sévice corporel. C'est intolérable. C'est une réaction symptomatique de notre société où on parle davantage de la violence qui prend du galon qu'un parent accepte qu'on moleste son enfant à l'école sous le prétexte de ce que cet enfant n'est pas assez discipliné. Ce n'est pas seulement au niveau de l'école, c'est dans les rues, on s'insulte. En milieu professionnel, on est de moins en moins tolérant. Il y a quelque chose à faire quand même pour faire baisser cette tendance à la violence. Le recours à la violence, à quelque milieu que ce soit, est un aveu d'échec. Chez les enfants, c'est un aveu d'échec pour ceux qui ont en charge la responsabilité de dresser, d'éduquer, de former ses enfants et ses apprenants. Si un enfant est devenu indiscipliné, c'est que quelque part, vous, à la maison, en tant que parent, vous n'avez pas fait le travail qu'il faut. C'est que les enseignants, à leur niveau, n'ont pas fait le travail qu'il faut. C'est que la société, plus globalement, n'a pas mis un environnement nécessaire pour que cela soit. Le dernier à être responsable de cela, c'est l'enfant, parce qu'en fait, la personnalité de l'enfant est en constitution. C'est de l'ensemble de ces épreuves qu'il subit que sa personnalité se constitue. Si vous me démontrez à l'enfant qu'il peut être redressé par la violence, il va intégrer plus tard que dans la société, pour obtenir quelque chose, il faut le faire par la violence. Donc, on est ici dans une forme de régénération de la violence, au nom, n'est-ce pas, de la théorie de la reproduction sociale. Une société violente produit une autre société violente. Et c'est ça qu'il faut regretter pour notre société. Mais pour sortir dans le livre des Proverbes, vous lisez la Bible, je l'imagine. Je suppose, oui. La Bible prescrit l'usage de la trique pour assagir les enfants qui se distinguent par des attitudes et des comportements déviants. Je ne vais pas vous demander quel est votre avis sur cette prescription biblique, ou alors vous vouliez en réagir, vous vouliez réagir pendant 30 secondes. Certainement, vous êtes au courant ma de réaction, la trique. Ma réaction par rapport à cela, c'est plutôt de la retenue. Et parce que la vérité, la Bible est si complexe que si on essaye de la comprendre comme ça au premier degré, on risque de mal interpréter ce qui se dit.
Hein? Et on a l'habitude d'entendre l'intelligence ou alors la moelle du noir. La Bible est le premier et le meilleur refuge que l'être humain a trouvé dans son incapacité à gérer des situations qui lui sont propres. Incapable de gérer une situation, incapable de comprendre une chose, il s'en remet à ce que la Bible a dit. Ce dogmatisme qu'apporte l'Église est le refus de la rationalité de l'être humain. Je ne suis pas contre la Bible. Je suis chrétien, soit dit en passant. On ne fera pas une émission sur la Bible non, tout de suite. pas du tout. Mais ça donne à réfléchir, ça suscite, ça crée un intérêt. Que les gens cessent de se réfugier là. Vous avez une on en reparlera. Vous avez une société où on forme des gens pour qu'ils aillent apprendre aux enfants comment se tenir, en leur parlant, hein, en dispensant des leçons attrayantes. Ils ne peuvent pas le faire, ils font recours à la chicotte, puis ils vous disent par ailleurs, la Bible a dit que. Vous ne voyez pas que c'est très gros, ça? Certainement, il s'arrête au premier degré. Ah bon, malheureusement. Malheureusement. À la suite de ce programme, nous allons nous intéresser à tout à fait autre chose, l'économie. On parle davantage de la loi de finances 2023. En début de semaine, le ministre des Finances était à Douala pour le lancement du dit budget. Et face à lui, des corporations, des hommes d'affaires qui sont venus de part et d'autre pour un échange face à face, secteur privé, secteur public. Reportage de David Djanté. Les acteurs de l'économie camerounaise se retrouvent pour l'échange sur la loi de finances exécutoire et exécutable depuis le 1er janvier 2023. Le contexte, celui des différentes crises et le coût de la vie en hausse qui exige le changement de comportement. Les prix des denrées alimentaires élevés ont pénalisé encore de manière disproportionnée les franges de la population les plus vulnérables, surtout dans les zones urbaines. Dans ce contexte, l'action du gouvernement est plus que jamais orientée vers l'amélioration de la compétitivité et de la productivité de l'économie. La décentralisation et ses 2252,6 milliards de francs CFA se construit davantage au moment où l'accent est mis sur l'éducation avec ses 814,4 milliards de francs CFA, soit 18,6% du budget. La recherche des voies alternatives y est pensée. Les ressources de la décentralisation qui ont encore augmenté de près de 12%. Nous avons également les mesures instruites par le chef de l'État pour dans le secteur de l'éducation et des enseignants du secondaire. Il faut continuer à intégrer ces mesures en 2023. L'encouragement de la production locale, l'impôt substitution, désormais à 136 milliards de francs CFA, loin des 33 milliards de 2002. Plusieurs mesures fiscales ont été prises. Elles visent l'amélioration du dispositif de promotion des secteurs agricoles, de l'élevage et de la pêche et l'aménagement des mesures additionnelles spécifiques pour les entreprises de transformation de la matière première locale. En cette période de lancement, les acteurs de la chaîne de l'économie camerounaise questionnent et attendent de bonnes réponses. Actualité douanière en rapport avec cette loi des finances 2023. Cette semaine, à Douala, en compagnie des conseils fiscaux associés, les inspecteurs principaux des régies financières, des douanes et des impôts se sont livrés à un exercice similaire, celui d'expliquer les amendements qui sont contenus dans cette loi de finances aux différents corps de métier à Douala. Je vous propose cette interview avec l'inspecteur principal des régies financières des douanes, Guy Innocent Difo. Guy Innocent Difo, bonjour. Bonjour Madame Nerossi. Vous êtes inspecteur principal des régies financières, chef des cellules de la législation. Vous venez d'achever à Douala un séminaire de présentation et d'explication de nouvelles dispositions douanières relatives à la loi fiscale 2023 au Cameroun.
Et en parcourant le document, on se rend compte qu'il y a au niveau du droit d'accise à l'importation de certaines marchandises comme le tabac, les cigarettes électroniques, les pipes, les bières de Malte, eau minérale, boissons gazeuses et bières sans alcool, des augmentations de 30 à 50%, de 25 à 30%. Qu'est-ce qui explique cela? Merci Madame Néossi de l'opportunité que vous offrez à la Direction générale des douanes d'apporter quelques compléments d'information à l'ensemble de la population camerounaise. Des augmentations du taux de droit d'accise, effectivement, oui. Peut-être pour vous rappeler très rapidement la vocation du droit d'accise, il s'agit d'un impôt qui frappe les marchandises considérées comme étant du luxe. Il s'agit également d'un impôt qui frappe les biens qui portent atteinte à la santé ou plus globalement à l'environnement. Et donc, dans la loi de finances pour l'exercice 2023, le législateur a opéré effectivement une augmentation du taux du droit d'accise ad valorem de 30% à 50% pour les tabacs, les produits de la nicotine et plus globalement les préparations pour pipes qui sont globalement connues sous l'appellation de chicha. Alors naturellement, c'est pour lutter contre le tabagisme, en particulier celui des jeunes. Nous avons également une augmentation effectivement sur les bières, vins et whisky importés, je dis bien importés, de 25 à 30%. Là, on est dans la même vocation du droit d'accise, c'est-à-dire attaquer les biens qui portent atteinte à la santé ou qui globalement sont considérés comme étant du luxe. Et pour ce qui est des produits importés qui rentrent dans la consommation des Camerounais, j'entends le riz, le blé et bien d'autres produits, de l'huile, quelles sont les mesures qui ont été prises pour faciliter l'accès à ces produits-là? Alors, il y a eu un ensemble de mesures d'accompagnement, pas nécessairement prises dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2023. Au cours de l'année 2022, par exemple, le gouvernement a consenti une exonération du droit de douane sur environ 400 000 tonnes de riz pour permettre aux populations de continuer à accéder à cette denrée de première nécessité. Le ministère du Commerce également, toujours dans les mesures administratives, a particulièrement veillé au maintien du taux homologué pour la vente de ces produits. Non, mais globalement, au niveau international, on a observé une véritable flambée des prix de ces produits de première nécessité, toute chose qui a plutôt retardé la volonté gouvernementale de les refiscaliser. Parce qu'il vous souvient que dans le cadre de la politique d'import-substitution, la volonté de l'État était de les refiscaliser graduellement et d'utiliser le produit de cette refiscalisation pour financer la production locale de ces produits. Alors, avec cette conjoncture internationale défavorable, l'État a quelque peu renoncé à cette refiscalisation pour permettre à la ménagère de continuer à conserver son pouvoir d'achat et de pouvoir acquérir ces produits au même prix. Alors, Guy Innocent Difo, depuis qu'on parle de cette flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché international, il y a un nouveau vocable qui fait son chemin, l'import-substitution, avec la SND 30. Les nouvelles mesures fiscales, à quel niveau aident-elles cette politique-là à s'implémenter dans le court terme pour que les populations camerounaises puissent véritablement avoir de quoi manger? Alors absolument, nous y sommes en plein et en particulier depuis les lois de finances pour l'exercice 2020-2021, il y a un ensemble de mesures, au moins de fiscalité de porte, qui visent effectivement à encourager cette politique d'import-substitution qui, comme vous le savez, implique que des mesures soient prises afin de booster notre production locale pour qu'elle puisse remplacer l'essentiel des produits importés. Alors dans ce registre-là, et notamment dans cette loi de finances 2021, 2022 et puis 2023 finalement, nous avons consacré un ensemble d'exonérations, ce qui est le premier pilier de l'import-substitution. C'est-à-dire qu'on exonère l'ensemble des biens et facteurs de production afin d'accroître notre production locale. On a donc démantelé complètement la taxation en douane sur les équipements importés dans le cadre de
l'élevage, de l'agriculture et également de la pêche. Dans le même élan, nous avons, dans le chemin exportation, exonéré les équipements et biens destinés à la transformation poussée du bois. Vous savez, notre objectif est de parvenir à terme à l'interdiction de l'exportation des bois en grumes. Et donc, dans cette veine-là, le gouvernement a consacré une batterie d'exonération pour permettre aux acteurs de cette filière-là de s'équiper pour transformer localement nos produits du bois avant exportation. Alors, dans le deuxième volet, le deuxième pilier de l'import-substitution, nous avons progressivement relevé les taux d'imposition sur un certain nombre de biens qui existent localement ou qui ont des substituts locaux, pour lesquels nous estimons qu'il n'y a pas une nécessité particulière d'importer. Et dans la loi de finances 2023, justement, vous avez un ensemble de biens dont on essaye de promouvoir un tout petit peu, de booster notre industrie naissante. C'est le cas notamment des capsules, des bouchons, qui sont désormais soumis au droit d'assises. C'est également le cas des tuyaux et autres emballages en carton ou en matière plastique. Donc voilà autant d'efforts que nous faisons, non seulement pour refréner les importations des produits que nous sommes nous-mêmes en mesure de produire, mais également pour favoriser la transformation locale de l'ensemble de nos produits. Alors, on va également parler du secteur du bois. Il y a 50% d'augmentation. On passe de 10% à 15%. Et les professionnels du secteur bois pensent que vous leur faites un mauvais procès. Le bois débité va coûter davantage cher sur le plan de l'exportation. Mais en même temps, ils aimeraient voir l'État investir dans des formations pour la transformation locale. Parce qu'au final, l'État lui-même importe les meubles. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là pour permettre aux exportateurs, aux exploitants forestiers de tirer leur épingle du jeu? Ils estiment que ça coûte trop cher ce que vous leur demandez. Il n'y a pas des préalables comme l'énergie électrique, la main-d'œuvre, etc. Alors, un mauvais procès à cette filière, non, nous ne pensons pas. Il y a plutôt derrière une véritable volonté politique de l'État qui donne des orientations claires. L'État ne souhaiterait plus, en tout cas sur le long terme, que le bois camerounais soit exporté sans la moindre transformation. Et donc, dans cette veine, il vous souvient que la loi de 1994 sur le secteur forestier avait déjà prévu un délai de 5 ans pour l'interdiction des exportations des bois en grumes. Ce délai avait été renvoyé sine die et il y a eu au niveau communautaire une convergence des États vers cette interdiction au 1er janvier 2022, puis au 1er janvier 2023, et puis finalement on est passé vers une interdiction progressive. Mais l'État du Cameroun n'a pas attendu et donc depuis les lois de finances 2018, nous sommes passés graduellement de 17% et demi de droits de sortie à aujourd'hui 60% en ce qui concerne les bois en grumes. Et pour ce qui est des bois débités, nous sommes passés à la faveur de la loi de finances 2023 de 10% à 15%. La volonté de l'État, c'est simplement d'accroître la transformation poussée locale. Et je viens de vous le dire, dans la loi de finances 2022, pour apporter plus de soutien à ces filières, l'État a consacré une exonération totale en faveur des biens d'équipement, outils et matériels de transformation poussés du bois. Donc nous invitons simplement les acteurs de cette filière à suivre cette volonté gouvernementale, à s'investir davantage dans la transformation locale du bois pour créer au niveau local effectivement une chaîne de valeur de bois. Alors, naturellement, vous avez tout à fait raison, il y a un ensemble de doléances que pose la filière, notamment en termes d'accentuation de la formation des jeunes Camerounais au métier du bois, en termes de soutien, en termes de financement. Mais là encore, il faut bien noter qu'il y a des financements indirects, parce qu'une exonération, en réalité, est un financement indirect. Bon, il y a un ensemble d'actions qui sont en train d'être prises au niveau gouvernemental pour accompagner véritablement ces filières. Mais c'est simplement qu'on est en plein dans l'import-substitution.
Il y a une grande innovation en ce qui concerne la taxe sur l'importation des téléphones portables et autres terminaux numériques. Ça a intéressé la loi de finances 2019, c'est entré en vigueur, mais n'a pas été implémenté. Qu'est-ce qui va changer avec la loi de finances 2023 ? Alors vous avez tout à fait raison. L'article 7e de la loi de finances 2019 avait effectivement prévu un mécanisme de collecte des droits et taxes de douane sur les téléphones, terminaux et tablettes importés. Mais il s'est trouvé que dans la mise en application, il y a eu un certain nombre de griefs qui ont été faits à cette réforme, lesquels ont poussé le chef de l'État à intervenir et à prescrire de surseoir la mise en œuvre de cette réforme et à instruire l'administration des douanes de poursuivre les réflexions et de lui soumettre un mécanisme plus approprié de collecte des droits et taxes de douane. Donc, la direction générale des douanes est rentrée en laboratoire et, avec ses partenaires, a trouvé un nouveau mécanisme qui apporte pour l'essentiel des réponses à ces récriminations. Donc, pour rappel, il y avait 3 principales récriminations. La première était d'avoir transféré la responsabilité du dédouanement des téléphones importés de l'importateur vers le consommateur. Le deuxième grief qui était fait à l'administration, ou en tout cas à cette réforme-là, était d'avoir utilisé le crédit de communication comme un moyen de paiement électronique, alors que la réglementation communautaire n'en faisait pas encore un moyen de paiement électronique. Et le troisième reproche qui était fait à l'administration des douanes, c'était d'avoir mis sur pied une réforme qui impliquait un certain nombre d'investissements pour les sociétés de téléphonie qui allaient donc collecter les droits et taxes de douane et les reverser sans leur offrir une contrepartie en termes de financement. Et donc la nouvelle réforme, effectivement, apporte des réponses concrètes à l'ensemble de ce grief. Premièrement, il incombera désormais à l'importateur des téléphones de procéder par lui-même au dédouanement de ceux-ci. La seule obligation qui s'ajoutera, ce sera celle de remplir, lors de la déclaration en détail, l'ensemble des numéros IMEI de chaque téléphone. Vous savez très bien que chaque téléphone a un numéro d'identifiant. La deuxième innovation, ce serait que l'importateur en question, après avoir validé sa déclaration en douane, sera tenu d'acquitter les droits et taxes de douane par lui-même, cette fois non pas par le crédit de communication, mais plutôt par tout autre moyen usuel utilisé habituellement pour payer les droits et taxes de douane. La troisième innovation, c'est que les sociétés de téléphonie, finalement, ne devront plus collecter ces droits et taxes et les reverser à l'administration des douanes. La seule responsabilité qui sera la leur désormais, ce sera de se rassurer que les téléphones qui se connectent à leur réseau ont été vus en douane et donc les numéros d'IMEI en question figurent dans la plateforme dédiée que l'administration des douanes mettra en place. Alors, pour rendre cette mesure beaucoup plus souple, il a été consacré une amnistie fiscale totale pour les téléphones qui ont déjà été utilisé au Cameroun au moins une fois avant la mise en œuvre effective de ce nouveau dispositif. Alors, en termes d'assouplissement du climat social, il a également été prévu par le législateur un abattement de 50% sur la valeur imposable des téléphones importés. Les touristes ne sont pas concernés. Les touristes ne sont pas concernés? Oui, naturellement, les touristes ne sont pas concernés. D'abord, les touristes qui fonctionneront en roaming, qui auront donc dans leur téléphone une puce étrangère, ne seront pas concernés. Et les touristes, ou en tout cas les visiteurs temporaires au Cameroun, auront directement un accès à travers Internet à une page qui permettra de renseigner leur numéro de passeport, le numéro de visa, ainsi que la durée de séjour sur le Cameroun. Et donc pendant cette durée-là, leur téléphone pourra fonctionner normalement. Pour sortir, Monsieur Guy Innocent Difo, il y a une disposition qui est tout à fait nouvelle, celle qui indique ou qui dispose désormais, il n'y aura plus, on va parler de dérogation
administratives en matière de paiement des taxes et douanes? Ça peut être sur les marchés publics, etc. Alors non, je pense que vous faites allusion à un ensemble de réformes qui ont été apportées aux modalités de dédouanement des marchandises importées dans le cadre des marchés publics, en vue de l'exécution des marchés publics. Alors effectivement, il y a un certain nombre de rappels, de principes fondamentaux. Le premier de ces principes est que les marchés publics doivent être conclus, toutes taxes comprises. Donc, il n'est plus possible de conclure un marché en exonération. Et la conséquence immédiate qui est consacrée toujours à l'article 7e de la loi de finances 2023, c'est que dès lors qu'un marché aura été conclu en hors taxe, il sera inopposable aux administrations fiscales et douanières. Il s'agit là essentiellement d'une mesure de discipline budgétaire. Les marchés publics sont soumis au régime douanier. Merci Guy Innocent Difo. Je rappelle, vous êtes inspecteur principal des régies financières pour le compte de la douane camerounaise. Nous revenons sur ce plateau avec vous, Maurice Somo, pour sortir de l'émission. On parle de sport. Francis Ngannou, le champion du monde MMA, qui officie à l'UFC, a déposé les clés. Réaction? Bravo champion. Dans tous les cas, il a été au sommet de cet art. Il a fait ce qu'il a hissé notre pays au plus haut. Maintenant, on sait très bien ce que sont les parcours des champions. Certains champions qui sont arrivés au sommet ont voulu, n'est-ce pas, se maintenir longtemps à ce sommet, et lorsqu'ils ont dégringolé, leur fin n'a pas toujours été glorieuse. Alors c'est des grands champions qui, une fois au sommet, n'est-ce pas, décident de quitter l'art. L'artiste, quand il est au sommet, il devrait normalement quitter, et nous ne pouvons que féliciter notre champion Ngannou. On sait comment les autres ont fini, et nous ne voudrons pas. Nous voudrons garder, c'est-à-dire que notre République, nous, les Camerounais, voudrons garder de ce type. Ce dernier Ipon, je ne sais pas comment on l'appelle, ce chaos qu'il donne à ce gars pour sortir de sa carrière. C'est l'image que nous n'en voulons pas plus. Et je crois que c'est déjà intéressant pour nous. Titi Freeman, reportage. Détenteur de la ceinture de champion chez les poids lourds, Francis Ngannou, 36 ans, ne combattra plus pour le compte de l'Ultimate Fighting Championship. C'est Dana White, le patron de l'UFC, qui l'a confirmé samedi soir à Las Vegas en marge de l'UFC Vegas 67. J'ai offert à Francis un contrat qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de l'histoire de mon organisation. Le champion du monde camerounais n'a pas souhaité renouveler son contrat avec l'organisation. Un retrait qui a rendu possible l'affiche opposant John Jones à Cyril Gane pour sa succession au titre de champion UFC chez les poids lourds. Pour rappel, Francis était champion du monde des lourds depuis mars 2021 après une victoire par KO contre Stipe Miocic. Un titre qu'il a défendu une fois avec succès face à Cyril Gane lors de l'UFC 270 à Anaheim en Californie il y a un peu moins d'un an. Il est désormais libre de s'engager dans la discipline et avec l'organisation de son choix. Depuis lors, les supputations vont bon train sur sa future destination. Le Predator aurait subtilement lâché un indice durant ses vacances de fin d'année passées au Cameroun, où on a aperçu sa mère arborant un t-shirt avec l'inscription PFL, sûrement en rapport avec la Professional Fighting League, une ligue américaine d'arts martiaux mixtes fondée par le capital risqueur Don Davis en 2017 et lancée en 2018, où Francis pourrait déposer ses valises très bientôt. Et pour sortir définitivement, une information du Negento a été conduit à sa dernière demeure hier samedi au cimetière de Ngodi. Les préparations... Aujourd'hui, samedi. Samedi, c'était hier, justement. C'était hier. C'était hier, justement. Et les préparatifs pour les obsèques
des cambés brillants se poursuivent. Nous y reviendrons. Occasion pour nous de vous dire merci, Maurice Somo, socio-psychologue de l'éducation. Psychosociologue de l'éducation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, Monique. Un plaisir également de vous savoir toujours plus nombreux, mesdames, messieurs, à regarder ce programme dominical, le rendez-vous des faits marquants de la semaine. La rediffusion, c'est lundi à 9h. Je vous retrouve dans le cadre de cette émission dimanche prochain à 9h. Prenez soin de vous. À bientôt.